Je vais vous présenter cette petite intervention. Je vous remercie de votre attention. Ça va être un petit peu technique. On va reparler du varroa. Donc, je vais vous présenter un bilan de 2 années de suivi d'essais sur la lutte hivernale. Donc, on a un projet qui s'appelle Vinvar pour l'hiver de varroa. On a donc passé même 3 années, 2 hivers et 3 années de travail sur les méthodes de lutte en hiver, donc avec l'acide oxalique. Donc, comme vous le voyez, on a tout un tas de logos avec les différentes ZADA partenaires du réseau national, l'Institut de l'abeille, Biophile, l'INRA, l'UMT-PRAD et autres groupements nationaux des vétérinaires qui nous ont donc accompagnés dans ce travail collectif. Et on a donc travaillé, je vous rappellerai les objectifs et le contexte de l'étude, travaillé sur 2 hivers sur différentes méthodes de lutte à l'acide oxalique. Je vous présenterai les conclusions, ainsi que le chapitre de l'accompagnement pluri-expert qui était aussi un projet annexe qu'on a cherché à développer pour avoir les meilleurs accompagnements des apiculteurs sur le terrain, en fonction des différentes données. Donc le projet Vinvar consiste à expérimenter des stratégies de lutte d'hiver différentes, de manière à adapter, améliorer les méthodes de lutte pratiquées aujourd'hui, et faire évoluer en fait ces méthodes de lutte qui sont assez canoniques, et les faire évoluer aux différents cas pour les apiculteurs et pour les différents environnements que nous rencontrons chez nous. On a donc 2 actions qui ont été mises en place, celle de l'expérimentation sur les ruchers et celle de l'accompagnement pluri-expert, donc avec l'expertise du vétérinaire, du technicien apicole, qu'il soit ADA ou autre, et donc les apiculteurs eux-mêmes, un dialogue à 3 sur la base des critères et des objectifs de chacun. Donc les partenaires techniques et financiers sont tous présents, on les en remercie. Et voici donc, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a sorti ce projet sur l'hiver de varroa? Vous avez ici des boîtes à moustaches, hein, vraiment je les adore, peut-être pas vous, mais vous avez une représentation de la charge varroa des ruches françaises au printemps. Attendez, je me suis trompé. Au printemps, en été, au début de l'été, en été, en fin d'été. Et donc, dans la boîte, vous avez 50% des ruches qui ont été mesurées. Donc là, plus de 9800 ruches dans ce diagramme-là. Donc, la moitié sont dans la boîte. Vous avez les autres 25% ici et là. Donc, on voit que l'infestation varroa moyenne augmente et redescend après les traitements. Et en moyenne, la médiane, vous voyez qu'elle est à ce niveau-là. Donc, elle n'est pas très haute. Elle est entre 0 et 5 varroa, ce qui correspond plus ou moins à des seuils qui ne me paraissent pas dramatiques, mais qui peuvent déjà avoir leurs conséquences sanitaires sur la capacité des ruches à travailler correctement et à survivre correctement. Mais surtout, on voit les valeurs extrêmes qui sont là représentées par les petits points. On voit qu'il y a un grand nombre de valeurs extrêmes où des ruches commencent l'année avec déjà plusieurs varrois par abeille. Là, c'est des VP100, c'est le nombre de varrois phorétiques pour 100 abeilles. Donc là, on a des ruches qui sont déjà à 10 varrois phorétiques pour 100 abeilles, ou même 20 varrois phorétiques pour 100 abeilles, ou 30, et on voit que ça ne fait que monter et exploser au fur et à mesure de l'année. Donc toutes ces ruches-là sont bien sûr symptomatiques et en train de s'effondrer, et vont mourir, et ne peut-être même pas arriver en automne, donc elles ont disparu du graphique. Mais on voit qu'on a un problème de charge parasitaire beaucoup trop élevé pour une frange minoritaire de la population des ruches que nous avons suivies au cours de ces différentes années. Donc là, la base de données nationale, elle compte en ce moment 60 000 mesures. Et donc chaque année, on rajoute les nouvelles mesures quand on fait différentes études ou différents suivis chez les apiculteurs. Là, je vous ai juste refait un graphique pour expliquer ce que c'est qu'une boîte à moustaches. Donc on retrouve la distribution de toutes les données. Et on l'a traduit, donc cette courbe que vous avez plus l'habitude de voir, une courbe tout à fait normale, gaussienne, là qu'on la voit traduire dans une boîte avec les 2 moustaches. Je ne vais pas m'attarder dessus, on en a déjà parlé ce matin, et le temps m'est compté. Donc je vais vous montrer effectivement ce bilan qu'on a fait sur l'infestation varroa en France, avec ces valeurs aberrantes, beaucoup trop infestées dès le début de la saison, et qui restent trop élevées tout au long de la saison. Donc on est parti sur ce constat-là. Moi j'ai vite fait présenter là, les données pour le grand test uniquement, donc ça c'est le même graphique qu'avant. Là c'est les données sur le grand test, on a environ 1722 mesures qu'on a collectées pour l'instant, et on voit qu'on a peu ou prou les mêmes choses. On commence quand même avec un peu moins de varroa que nos collègues au niveau national, mais on voit que ça augmente, et bien sûr on a de nouveau des valeurs aberrantes qui sont dès le début du printemps beaucoup trop élevées, et cela sera le cas tout au long de la saison.
On remarque juste vite fait, là je vous ai dit qu'on a une infestation là, en début d'automne un peu plus forte, mais c'est du fait qu'on avait travaillé sur des ruchers qui étaient traités très tardivement à la fin de la mielée de la luzerne ou du sapin, qui sont donc des mielées tardives qui décalent d'autant les mises en place de médicaments. Et donc au niveau du délai de début d'automne, on est encore avant traitement. C'est pour ça que là on a une belle différence entre la France et le régional. Ça s'explique simplement par le fait qu'on n'avait pas encore traité les ruches. Alors ça, c'était juste pour vous montrer quand même des données régionales, parce qu'à terme, plus on aura de données régionales, mieux on pourra comparer les régions entre elles. Mais pour l'instant, je vais vous parler de la comparaison de l'efficacité de différentes stratégies de traitement. Donc on avait cette expérience du réseau avec des données nationales et des expérimentations coordonnées. Et on avait conclu déjà les années précédentes ces valeurs-là, que l'outil varroa phorétique pour 100 abeilles était un outil très utile, très puissant, qui nous permet de faire des prédictions. Il est tellement précis qu'on peut, en mesurant le taux de varroa phorétique à l'automne, prédire la survie à l'hiver ou d'autres choses encore, comme je vais vous en présenter le cas. Et on a aussi commencé à définir des notions de valeurs seuil critique à ne pas dépasser en fonction des différentes périodes de l'année. Et on avait conclu que la valeur critique du printemps était de 0 varroa phorétique pour 100 abeilles. Ce qui ne veut pas dire que votre ruche n'a pas de varroa, ça veut juste dire que si vous prenez un échantillon d'abeilles au hasard, un petit godet, là, 300 abeilles, et que vous regardez s'il y a des varroas, si vous n'en trouvez pas, ben, vous êtes plutôt, a priori, dans une ruche qui commence l'année dans les bonnes conditions. Il y aura bien sûr des varroas dans la ruche, mais on ne les détecte pas en faisant un petit prélèvement. Donc ça, c'est un peu l'objectif qu'on souhaiterait que vous ayez tous à l'esprit quand vous commencez l'apiculture, quand vous commencez la saison. Alors, je vais essayer de vous montrer des graphiques très compliqués qui font très mal à la tête, mais pourtant ils sont très simples à lire. Vous avez ici une représentation de toute l'année apicole d'un apiculteur qui était suivi par son ADA. C'était en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez les mielés qui sont en haut. Donc là, il a fait du miel d'acacia, du fleur. Il a fait une perte de poids de 10 kg sur la mielée de bruyère et il n'a rien fait sur la calune. Cet apiculteur a commencé en rouge chez le nombre de varrois. Donc dans le rucher, il a commencé l'année avec une médiane à 1,78 varrois. Donc vous voyez, il y avait bien sûr une variabilité suivant les ruches. Mais en gros, il a commencé l'année avec une infestation déjà mesurable, absolument invisible à l'œil nu, absolument invisible si vous regardez les cadres de couvain. Vous ne voyez pas un seul varroa qui court, pas une seule abeille symptomatique. Les varrois sont dans le couvain, tranquilles, pépères, et ils se reproduisent. Ils se reproduisent le mois suivant, ils sont montés à 3 en médiane, puis 5, 8, puis 7, puis 14. Et là, ça commence à se voir. Là, vous voyez, il y a déjà aussi des ruches qui sont passées à 30 varrois pour 100 abeilles. Donc là, ça commence à se voir, il y a du symptôme. On est en pleine mielée, et bien en fait, on n'a aucune récolte, et on a même des pertes de poids, vu que l'apparition des symptômes est toujours tardive par rapport à l'apparition du stress énergétique pour les abeilles. En comparaison, vous avez en vert le couvain. Donc c'est les surfaces de couvain des différentes ruches. Donc on voit qu'effectivement, la quantité de couvain va diminuer et s'effondrer sur l'été, en même temps que la charge varroa explose de manière soudain visible. On découvre le problème, et là, pourtant, déjà ici, vous voyez une baisse du couvain, et on l'impute en particulier dans ce rucher à cette infestation varroa. Maintenant, je vais vous présenter le même graphique, mais sur un apiculteur qui a commencé l'année avec 0 varroa. Vous allez voir, c'est la même mielée, c'est la même région, c'est pas du tout le même profil. Donc là, vous avez l'apiculteur qui commence avec 0 varroa dans ses ruches. Donc toutes les ruches qui ont été testées dans le ruche étaient à 0, donc un très beau score. Au mois de mai, il est toujours à 0. Au mois de juin, il est à 0,3. Au mois de juillet, il est à 0,4. Et au mois d'août, il est à 3. Alors 3, ça commence à faire mal aux abeilles. Elles commencent à perdre de la capacité de récolte de miel, parce qu'à partir de 3% d'infestation, on a mesuré, on sait qu'il y a un poids énergétique apporté par les ruches, et donc une perte de capacité de récolte. On voit que la quantité de couvain est plutôt stable, elle commence à diminuer un peu en juillet-août, mais on voit que le profil est beaucoup moins vers l'effondrement que dans la diapo précédente, et on voit que les récoltes de miel, elles, sont toutes positives. Au lieu de faire moins 10 sur la mielée d'Erika, il en a fait plus 25, ce qui est quand même sensiblement meilleur. Et on voit donc tout l'intérêt qu'on a de maîtriser le varroa d'une manière cohérente et satisfaisante qui atteigne cet objectif de 0 varroa au printemps. En sachant que là, on est sur un traitement de fin de saison apivare tout à fait classique, probablement associé avec une lutte hivernale, car la lutte hivernale, on l'a déjà dit ce matin et on l'avait déjà dit l'an dernier, commence à s'imposer de plus en plus comme étant la fourche codine pour bien purifier votre cheptel et bien commencer l'année avec le moins de varroa possible.
Si on fait un peu le bilan sur la Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs comme sur le Grand Est, on remarque qu'il y a environ un tiers des colonies qui commencent la saison avec des charges varroa au-delà de ce seuil de 0, donc une charge varroa détectable au printemps. Et on constate donc que ce tiers, un apiculteur sur 3 qui n'est pas dans le cadre de l'objectif 0 varroa, et on remarque que ça peut être potentiellement lié soit au fait que les participants ne travaillent pas avec la lutte acidoxalique en hiver, ou alors que les conditions hivernales sont trop douces et qu'il n'y a pas de rupture de couvain, ou une très brève rupture du couvain, et donc une bonne reprise de ponte qui permet aussi aux varrois de se reproduire. Donc voilà pour les constats de terrain. Et à partir de là, dernière diapo de rappel, à partir de là, on s'est dit qu'il fallait qu'on améliore les connaissances que nous avons sur le traitement hivernal, qui a la fonction particulière de compléter le traitement d'été. Donc le traitement de fin d'été, vous le connaissez tous, c'est le traitement classique, celui qui doit réduire au plus possible la quantité de varroa présents de manière précoce, de manière à permettre aux abeilles de pondre des abeilles d'hiver en bonne santé, ce qui n'est pas le cas si vous avez trop de varroa, les abeilles d'hiver ne sont pas en bonne santé et la ruche meurt rapidement. Et le traitement d'été donc, atteint un objectif le mieux possible, mais il reste quand même quelques varrois. Et c'est là qu'intervient le traitement d'hiver, qui a la particularité de compléter une seconde phase de traitement, qui a la particularité d'être produite, d'être appliquée en période hors couvain. Et c'est le Graal, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il n'y a pas du tout de couvain dans une ruche, tous les traitements qu'on peut mettre en place marchent mieux. Et à l'inverse, en pleine saison, quand il y a beaucoup de couvains, que ça pond au mois de mai, au mois de juin, on s'est rendu compte que c'était illusoire de vouloir appliquer un traitement de manière efficace et pertinente, car le fait que les varrois se reproduisent dans le couvain font qu'ils passent à côté de votre application de traitement, quelle qu'elle soit. Tous les traitements qui existent marchent moins bien quand il y a beaucoup de couvains dans la ruche. Et donc, quand il n'y en a pas du tout, tous les traitements que vous pouvez faire marcheront beaucoup mieux. Et donc le traitement en hiver, en phase hors couvain, c'est la pierre angulaire de la lutte varroa, car c'est vraiment l'occasion la plus propice à l'élimination du plus grand nombre de varrois. Par contre, il faut savoir la faire correctement. On a de plus en plus de problèmes d'hiver doux, où il y a des ruptures de ponte trop faibles, et quand on a un grand cheptel, qu'on est apiculteur professionnel, on n'a des fois pas le temps de faire le tour de tout son rucher pendant la période hors couvain. Et on va appliquer du traitement oxalique trop tard. Et on se demandait, par exemple, si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour adapter le traitement quand on a loupé la bonne période. Donc on a mis en place un protocole où on s'est donné différentes dates de traitement. Et je vais vous présenter maintenant le premier protocole de l'hiver 2020-2021, où on a comparé 4 modalités de traitement, donc 2 médicaments apibioxal appliqués différemment, soit en dégouttement, donc ça c'est vraiment le classique, le dégouttement en sirop, c'est très, très connu par les apiculteurs. On l'a comparé à un dégouttement avec le même médicament, mais accompagné la semaine suivante d'un coup de Sublimox, de la sublimation en phase gazeuse de la même matière active, pour compléter éventuellement le dégouttement. Et on voulait comparer avec un autre médicament d'acide oxalique pour voir s'il y avait effectivement un avantage à un médicament plutôt qu'un autre. Et on avait un 4e lot qui était le témoin non traité, qui nous a permis de comparer les nombres de varrois tombés pendant les traitements et donc de calculer des efficacités de traitement. On a fait exprès de traiter de manière tardive certaines ruches, donc trop tard, pour louper exprès la période hors couvain, de manière à voir si effectivement il y avait une différence avec la période avec ou sans couvain. Et je vais vous présenter tous ces résultats maintenant. Et au cours de l'hiver 2, on a traité d'autres choses. On a pris un seul médicament et on a traité différents dosages de différentes façons. Et je reviendrai sur l'hiver 2 tout à l'heure. Je vais déjà vous présenter l'hiver 1. Donc là, c'est de nouveau une diapo qui présente le protocole. 4 lots, dont le témoin, 12 colonies par lot, 1 ou 2 ruchers par région, et en tout, on avait donc 96 colonies par région, et environ presque 400 colonies dans l'essai. Le fait de se répartir sur différentes régions le même protocole nous permet d'avoir plus de puissance statistique et aussi de s'affranchir de l'effet région, l'effet environnement, l'effet local, qui peut des fois être très marqué. Vous le savez, comment c'est complexe, le modèle ruche. Et on a donc pu sortir des chiffres et des suivis de valeurs sur les différentes valeurs que je vous ai mises à droite. Donc la présence, absence de couvain, évidemment. Les taux de varroa phorétique pour 100 abeilles. Donc on prend des abeilles, on les lave, on les passe au tamis, on regarde combien de varroa il y avait. Le développement de la colonie sur différents critères et l'efficacité des traitements qui a donc été calculée sur les varrois qui tombent pendant le traitement et les varrois qui tombent avec le traitement de contrôle. Et tout de suite les résultats. Sans faire de suspense, les traitements hivernaux permettent-ils de réduire la charge parasitaire? Alors, oui,
On s'y attendait, hein. Oui, les traitements hivernaux, ils marchent. Ils marchent comment? Ils marchent de combien? On a calculé ici le nombre de varrois résiduels. Donc de nouveau une boîte à moustache. Pour l'apibioxal en dégouttement, on a environ donc une valeur d'une dizaine, une douzaine, en médiane 17 en moyenne de varrois résiduels, 14 pour l'apibioxal dégouttement plus sublimation, et pour le varomède, on est sur 17 de nouveau varrois résiduels en moyenne. Et donc très similaire. Par contre, le témoin non traité, on est sur en moyenne 73 varrois résiduels, donc on voit qu'effectivement il y a un intérêt évident à traiter. Donc c'était des ruches qui avaient été traitées évidemment en traitement de fin d'année, hein. Donc c'était vraiment une expression sur 400 ruches de qu'est-ce qui reste quand on a fini le traitement d'automne. Et bien il en reste quand même un paquet, jusqu'à 200, hein. Il y a certaines ruches là qui montent à 200 varrois résiduels. Voilà, donc ça mérite quand même d'être débusqué, d'appliquer une seconde phase de traitement au cours de l'hiver. Et vous avez le graphique à droite, c'est la charge varrois en VP100 à la sortie d'hiver, donc au printemps suivant, où on voit qu'effectivement, là de nouveau, on a des moyennes de 0,2, donc on n'est pas à 0, 0,2 ici, 0,2 là, donc c'est assez similaire, c'est assez homogène, mais on n'est pas à 0, malgré l'application d'un traitement d'automne et d'un traitement d'hiver, il y a encore des ruches qui sont déjà à 1% là. Et même des valeurs cibles, là on en a un qui est à 4%. Donc il y a quand même encore des varrois qui ont réussi à passer, à esquiver les traitements, alors c'est peut-être dû à la réinfestation ou autre, mais on voit qu'il y a déjà une efficacité importante de ces traitements et surtout une homogénéité de ces différentes modalités. Donc là, on n'a pas trouvé de différence significative. C'est le même graphique, mais présenté différemment. C'est le calcul de l'efficacité. Donc on fait le pourcentage des varrois tombés par rapport à tous les varrois avec ceux qui sont tombés au traitement de contrôle. On a des efficacités qui sont donc au-dessus du seuil de 80%. Donc la moitié des ruches, les trois quarts des ruches ont été traitées avec des efficacités au-dessus de 80%. Les moyennes sont entre 86, 89 ici et 86 ici, donc très similaires. Mais on est étonné de voir des résultats si peu élevés. On s'attendait plutôt à du 95-98% d'efficacité, ce qui est en gros la réputation d'un acide oxalique. On a constaté des efficacités moindres et en fait pas à la hauteur des espérances, parce qu'on se dit qu'en fait là, si les trois quarts des ruches ont été traitées à 80%, très bien, mais il y a quand même un quart des ruches qui ont été traitées à une efficacité bien moindre, et il y a même des individus qui sont traités à moins de 60% d'efficacité. On appelle ça des échecs. Donc c'était une des premières surprises au cours de cet hiver-là de faire remonter l'existence d'échecs de traitement avec une application d'oxalique dans des conditions a priori idéales. Alors aussi, l'autre résultat du diapo, c'est qu'on n'a pas de différence significative. Un dégouttement avec l'oxalique apibioxal ou l'oxalique varomède, c'est la même chose. Il n'y a pas un médicament, en tout cas pour ces deux-là, qui se démarque de son concurrent. Choisissez celui que vous voulez, du moment qu'il est autorisé par une AMM en France, vous pourrez compter sur ce produit. Et le double application dégouttement plus sublimation, vous voyez qu'il y a une différence. Là, on a récupéré les 25% de ruches qui étaient sous-traitées. On a encore quelques individus isolés qui sont en échec de traitement, mais globalement, on a réussi à rendre les choses plus homogènes dans cette modalité-là. Alors là, c'est en mettant ensemble toutes les ruches avec ou sans couvain. Et je vais maintenant commencer à distinguer un peu plus nos individus en comparant, par exemple, l'influence du couvain sur les traitements. Et on a constaté qu'effectivement, sans couvain, vous avez ici les ruches sans couvain et les ruches avec couvain. Donc vous voyez qu'effectivement, on a une belle différence qui est statistiquement significative, où vous retrouverez donc une perte d'efficacité moyenne d'environ 8% pour le varomède, 3% pour l'apibioxal. Mais globalement, vous voyez que ça va vers le mieux, effectivement, d'être en absence de couvain. Mais on était également étonné de voir que ce n'était pas plus gros que ça, qu'on s'attendait à avoir une différence plus nette et plus importante. On s'attendait peut-être à 30 ou 50% d'efficacité avec couvain et 95% sans couvain. On a pu observer des choses légèrement différentes, un peu plus nuancées. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, dans le cas d'une application hors période idéale, quand on a loupé la bonne période pour une raison X ou Y, vous étiez malade, vous n'aviez pas le temps de tout faire, vous pouvez encore traiter à l'oxalique, ça restera utile, même s'il y a du couvain qui reprend. Ce n'est pas des placards de couvain non plus énormes, c'est un début de ponte. Ça restera utile de traiter, et il pourrait même éventuellement être utile de double traiter avec un dégouttement suivi d'une sublimation. On a tendance à resserrer donc la boîte à moustache, ce qui veut dire améliorer l'efficacité globale, rendre les choses plus homogènes.
Autre question qu'on s'était posée, quel est l'impact de ce traitement sur le développement des colonies d'abeilles? Donc on a pris le temps de mesurer les différents paramètres, nombre d'abeilles, nombre de surfaces de couvain ouverts, surfaces de couvain fermées, poids du corps et autres, à différents moments de l'essai, voilà, au début, au milieu, à la fin. Et on a, alors je n'ai pas mis les boîtes à moustaches, j'en ai mis une petite ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence visuelle comme ça, ni significative en faisant les tests. Il n'y a pas de différence entre le témoin sans traitement ou les différentes modalités. On n'a pas observé de conséquences négatives pour les ruches dans le cadre de l'essai pour les doses appliquées aux ruches. On sait très bien que l'oxalique, quand on le surdose, commence à avoir aussi un effet négatif sur l'abeille. Là, ici, on n'a pas surdosé. L'autre question, un autre constat, c'était qu'on a observé des différences fortes entre les régions. Et on s'y attendait un peu, parce qu'à chaque fois qu'on fait des essais coordonnés, on remarque que les choses ne se passent pas pareil entre le rucher de l'un et le rucher de l'autre. Et notamment pour le Grand Est ou pour l'Occitanie, vous voyez que des résultats globalement, en efficacité, toutes les modalités confondues, juste en regardant la différence de région, globalement, on est moins bien placé en efficacité par rapport à nos collègues, notamment la Nouvelle-Aquitaine, où il y avait une très très belle efficacité, très ciblée, très, très recentrée, tout a bien marché chez eux. Et dans d'autres régions, c'était beaucoup plus nuancé, avec de plus grandes différences. On ne sait pas l'expliquer encore au jour d'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas fait le protocole pour approfondir cette question-là. Et l'hypothèse principale repose sur des effets du climat et de l'environnement, donc la température extérieure le jour de l'application, la période de mielée précédente, l'existence d'une mielée au moment de ou pas, ce genre de paramètres qui peut expliquer ce genre de différence de comportement. Mais ça reste un résultat qui serait intéressant de creuser dans des études complémentaires. Donc ça, c'est le bilan de la première année. Donc on avait comme bilan d'avoir une mesure de VP100 qui a pu être de nouveau testée. On savait que c'était fiable, on a de nouveau pu montrer que c'était très fiable pour évaluer la charge parasitaire. On a montré que le traitement hivernal était utile, voire même nécessaire, et qu'une double application d'égouttement plus sublimation pouvait sembler avoir un intérêt, en particulier pour les ruches qui étaient traitées en période avec couvain, donc quand on avait loupé la bonne fenêtre. On s'est dit que pour l'année suivante, on allait faire un protocole différent. On allait s'affranchir du comptage des varrois sur l'ange et s'affranchir du traitement de contrôle, donc du calcul d'efficacité, pour ne plus faire que de l'évaluation parasitaire par le VP100, et qu'on évaluerait également la production de miel de ces ruches au cours de l'été suivant, en se disant on ne fait pas de traitement de contrôle, donc on garde la charge varroa de chacun des différents lots testés, et on regarde s'il y a une influence sur les performances de production de miel au cours de l'été. Et ça a été le cas. Et on s'est également affranchi du lot témoin. On a pu donc ainsi avoir plus de ruches parce qu'on a gagné du temps méthodologique, donc on a pu augmenter le nombre de ruches. Et on a choisi, donc, comme les médicaments étaient sensiblement identiques, égaux en efficacité, d'en prendre un et de multiplier le dosage sur un médicament pour voir l'éventuel intérêt de multiplier les applications. Et bien sûr, on a travaillé sur la présence ou l'absence de résidus dans les miels de ces ruches pour vérifier effectivement qu'il n'y avait pas de problème sanitaire caché dans le protocole. Donc voilà le même graphique qu'avant. On voit qu'on a testé donc 3 dosages, 1 sirop, 2 sublimations ou 4 sublimations, 15 ruches par lot, 4 ruchers par région, pour celles qui pouvaient, nous on en a fait 2, et donc 180 colonies par région, 720 colonies en tout, et on a donc de nouveau mesuré les mêmes paramètres qu'avant en ajoutant les résidus d'acide dans le miel et les performances de production de miel au cours de l'été. Le résultat, je vais vous le donner tout de suite. Donc on a pu déjà vérifier que la charge varroa en fin de saison, en année N-1, en fin de saison, elle avait directement un impact sur les mortalités, et qu'en fait on pouvait utiliser la valeur varroa phorétique de l'automne pour prédire les pertes hivernales que vous allez subir. Et pour les données que nous avons collectées, on a donc ce tableau-là qui nous permet de sortir un modèle. Pour un quart des colonies qui étaient rentrées dans l'expérimentation, elles dépassaient les 5 varrois phorétiques pour 100 abeilles, elles étaient entre 5 et 8. Eh bien, toutes ces ruches-là, il y en a un quart d'entre elles qui n'ont pas passé l'hiver. Malgré le traitement d'automne, elles étaient trop infestées au moment où elles ont reçu le traitement pour pouvoir remonter la pente et faire des abeilles d'hiver bien nourries, bien grasses. Et donc, à haute valeur de varroa phorétique à l'automne, on sait qu'il y a une plus grande chance de perdre
les ruches au cours de l'hiver. On a même pu mesurer le poids de cette charge varroa avec le deuxième point, la deuxième belette, c'est pour chaque varroa phorétique pour 100 abeilles supplémentaires en fin d'année, on a augmenté la mortalité de 12% de sa valeur. Alors là, pour l'hiver dernier, on avait une mortalité constatée de 6% pour les ruches à 0. Et en fait, à chaque fois qu'on augmente d'un point, on multiplie le pourcentage d'avant par 12, on lui ajoute 12%. Et donc on va passer de 6 à 7, de 7 à 8, et puis ainsi de suite, on va augmenter, augmenter, augmenter. Et pour les abeilles très infestées, ici on avait des taux de perte hivernale moyens très importants, largement plus importants, qui s'expliquaient directement par cette charge parasitaire à l'automne. Alors c'est un résultat qui ne nous a pas surpris, hein, c'est connu depuis longtemps que les pertes hivernales s'expliquent principalement par cet aspect de charge varroa à l'automne. Et c'est connu, c'est un nez marronnier, on en parle chaque année. Par contre, là, cette étude nous a donné l'occasion de mesurer le poids de cette charge varroa dans le contexte de l'hiver 2021-2022. On a aussi pu me faire sortir de ce modèle, de ces analyses, que l'ajout de 10 000 abeilles supplémentaires en fin d'année, une différence de 10 000 abeilles dans une ruche qui, par ailleurs, est complètement comparable à sa voisine, va modifier sa perte hivernale en faisant baisser d'environ 25% de sa valeur. Donc c'est énorme. Deux ruches identiques dont la différence n'est que due à une population d'abeilles plus importante conditionne de façon positive donc sa capacité à survivre. Donc on voit effectivement là cette compétition qu'il y a entre la quantité d'abeilles présentes dans la grappe d'une part et la qualité de ces abeilles présentes suivant quand elles ont été ou pas parasitées. La conclusion qu'on en tire, c'est que l'infestation d'entrée d'hiver ainsi que la taille de la colonie sont deux très bonnes mesures pour vous prédire vos pertes. On pourrait jouer à cela si on en avait besoin. Et donc, on a pu ensuite travailler sur l'effet de ces différents traitements en sortie d'hiver, et on a pu constater que les colonies qui étaient à 0 varroa, quel est l'effet du traitement sur la charge varroa en sortie d'hiver? On a pu constater qu'il y avait entre 65 et 76% des colonies, suivant les modalités de traitement, hein, qui sortaient de l'hiver avec l'objectif 0 varroa atteint. Et on a constaté que, suivant les modalités de traitement, on avait aussi des colonies qui sortaient avec beaucoup trop de varroa, qui étaient au-delà du seuil des 1% d'infestation. Alors, ce sont les valeurs aberrantes. Donc, on voit que la plupart des ruches sont concernées par des infestations entre 0 et 0,25. Ici, là, un petit peu plus pour ce quart de ruche-là. Mais globalement, on voit que le traitement hivernal a donc eu un effet drastique sur la charge varroa au début de l'année. Alors, on n'a pas calculé d'efficacité, hein, on n'avait pas fait le protocole pour, on voulait suivre l'efficacité de ces ruches lors des périodes de récolte. Mais on constate déjà qu'effectivement, en printemps, l'infestation n'est pas identifiable à l'œil nu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Là, on est sur des infestations de 1%, 1,5%, c'est absolument invisible. Seul un lavage d'abeilles vous permettra de trouver ces ruches et de réagir rapidement, de manière à éviter d'avoir des problèmes au cours de la saison. Donc il y a un intérêt, là on montre en fait l'intérêt qu'il y a à faire un dépistage par lavage en début de saison pour vérifier que tout se passe bien et que tout se passera bien au cours de l'année. La présence de couvain, on a pu montrer l'impact considérable en termes de charge varroa au printemps que pouvait avoir la présence ou l'absence de couvain lorsqu'on fait donc différents traitements. On voit que sans couvain, qu'on fasse un dégouttement ici, 2 sublimations ou 4 sublimations, c'est kiff-kiff la même chose, il n'y a pas de différence significative, donc autant faire le plus simple, hein, pourquoi se compliquer la vie, un dégouttement suffit. Par contre, lorsqu'on a des ruches avec couvain, alors c'est le couvain d'hiver, hein, ce n'est pas des gros placards, c'est des petites pontes, on voit déjà qu'il y a une influence sur le nombre de varroa phorétiques au printemps, avec ici donc les ruches qui ont subi un dégouttement, ou les ruches qui ont subi 2 sublimations, c'est moins bien, on a eu des moins bons résultats à faire 2 sublimations par rapport à un dégouttement. Et pour les ruches qui ont reçu 4 sublimations, donc avec des intervalles de 5 jours, on voit qu'on retombe sur des résultats qui sont semblables avec le dégouttement. Donc c'était assez surprenant, il n'y a pas de différence significative entre ces 3 boîtes. C'était assez surprenant, on s'attendait potentiellement à un mieux à faire 4 sublimations, mais on se rend compte qu'un dégouttement fait le job dans la plupart des cas, et il n'est pas utile, ou ne nous a pas apparu utile sur ces données-là prises au cours de cet hiver-là, de se compliquer la vie à faire de la sublimation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la sublimation nécessite d'avoir du courant sur le rucher, un appareil particulier, un masque à gaz, etc. etc. C'est quand même plus compliqué et plus long qu'un dégouttement. Et dangereux, oui.
Donc un résultat à retenir, hein, c'est que le dégouttement, ça marche plutôt bien. C'est la méthode habituelle de traitement en hiver et on n'a pas de raison de penser qu'elle est particulièrement inadaptée à nos besoins. Au niveau de l'impact sur les ruches, donc on a fait de nouveau la même chose, on a vérifié le nombre d'abeilles présentes, le couvain ouvert, le couvain fermé, le miel présent. Vous voyez que tout est identique, hein, toutes ces boîtes à moustaches sont tout à fait comparables. Il n'y a pas de différence observable, pas d'effet d'impact sur le développement des ruches au printemps qui a pu être mis en évidence dans notre suivi. Donc je vais passer la diapo, pas d'effet sur les ruches. Et pour ce qui est de la présence d'acide dans le miel, on a donc fait des prélèvements sur les corps en sortie d'hiver, donc au moment le plus propice pour en débusquer l'existence. On a fait des mesures d'acidité libre, oxalique ou formique dans les miels. Et on s'est basé sur l'existence de seuils fixés par les labos, étant donné l'inexistence de seuils fixés par l'Europe pour ces acides organiques dans les miels. Et pour cause, ce sont des acides qui sont des fois naturellement présents dans certains miels. Et on a donc fait ces mesures et on a observé, diapo suivante, qu'il n'y avait pas d'influence des modalités testées sur la présence d'acide organique dans le miel. Donc pas de résidus d'acide organique, ni d'altération du goût, ni d'acidité libre qui soit problématique selon les seuils européens dans les miels de corps à la sortie de l'essai. On a cependant trouvé de manière étonnante 11 lots qui étaient non conformes au seuil des labos sur les 48 échantillons analysés, mais c'était lié à un effet mielé, un effet environnement. C'était notamment en Paquet en Occitanie, il y avait certains ruchers où là, pour le coup, la plupart des ruches du rucher montraient une grosse présence d'acidité libre dans les échantillons et on a relié ça à la mielée d'Argousier, qui est un miel au goût puissant et bien connu, qui est connu aussi pour son taux d'acidité propre. Donc là, a priori, nos traitements d'acide oxalique en fumigation ou en sirop ont moins d'impact que la dernière mielée de l'année sur le taux d'acidité libre dans les miels. Et enfin, dans les derniers diapos résultats, j'ai cette diapo sur l'influence de la charge varroa sur les performances de production, ce qui était un peu ce qui nous intéressait à voir, parce que finalement, la performance de production est une valeur synthétique de la puissance de la ruche, de sa santé, de sa population et de tous les paramètres qui sont liés au bien-être de la ruche. On peut comparer tout ça par cette synthèse qui est simplement la pesée de la récolte. Synthèse des performances de la ruche. Et on constate que la charge varroa en sortie d'hiver, au printemps, est un très bon outil prédicteur de la capacité de production de vos ruches à l'été. D'ailleurs, mieux que la charge varroa au début de la mielée. On a aussi comparé avec la charge varroa qu'on mesurait dans les ruches au moment où on a posé les hausses, et on s'est rendu compte que c'était moins prédictif que la charge varroa au printemps, parce qu'il y a des ruches qui se sont effondrées, qui ont essaimé, qui ont eu d'autres problèmes depuis, et donc le paramètre était moins sensible, et que cette mesure de la sortie d'hiver était beaucoup plus sensible. Et on voit qu'effectivement, on a des pertes de production à partir de 1,5 varroa pour 100 abeilles au printemps. Donc là, c'est le gain de poids dans l'année. Donc là, on est environ à 30 kg de moyenne pour les ruches qui sortent de printemps avec 0. Et pour les ruches qui sortent de printemps avec entre 0 et 0,5 varroa pour 100 abeilles, on a perdu déjà un petit kilo. Et pour les ruches qui sont entre 0,5 et 4 varroa pour 100 abeilles, on a de nouveau une production qui tire vers le bas. Cette donnée est significative. Donc là, on a pesé le corps et la hausse. Donc on a l'intégralité de la variation de masse des ruches dans le contexte d'une année sans miel. Parce que 2022, c'était quand même là, les ruchers ils étaient placés dans des endroits où il n'y avait vraiment pas grand-chose à récolter. Donc on suppose que si on avait fait ça une année prolixe, on aurait encore mieux vu l'effet de la charge varroa sur la capacité de récolte. En tout cas, on l'observe déjà. Et on remarque aussi que toutes les colonies qui ont fait les meilleures récoltes étaient toutes des abeilles, donc à 0 varroa au printemps. Les diapos suivantes vont porter sur les conclusions. Donc on porte que retenir de tous ces diapos, hein. La mortalité hivernale peut être prédite. Hein, on peut faire venir Madame Irma, elle vous mesurera l'infestation varroa à l'entrée d'hiver, et elle pourra vous donner une estimation des pertes qui vous attendent. Donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui n'étonne personne dans la salle. Pour ce qui est des traitements d'hiver, ils sont tous utiles, même s'il y a du couvain, même si vous avez loupé la bonne période, traitez quand même. On n'a pas observé aux doses appliquées, donc qui sont proches des recommandations d'usage des produits, et qui sont en tout cas sur des produits autorisés en France. On n'a pas observé d'effets négatifs sur les colonies. Donc pour les médicaments testés. On a observé que les médicaments étaient semblables. En tout cas, on a comparé 2 médicaments et ils avaient des résultats comparables. Donc vous pourrez prendre celui que vous souhaitez, du moment qu'il est autorisé. Et pour la période sans couvain,
un dégoûtement suffit. Hein, on a pu voir qu'il n'y avait pas d'intérêt a priori de faire des sublimations ou de les multiplier. Par contre, en présence de couvain, on avait les résultats du premier hiver, où on avait pu voir qu'il y avait quand même moins la sublimation en présence de couvain, la double application. Donc là, on avait testé le premier hiver un sirop et une sublimation. Et on avait quand même vu que ça resserrait un petit peu les valeurs, notamment les ruches qui avaient été sous-traitées, qui avaient été en échec de traitement. Elles étaient quand même moins nombreuses et on avait un peu sauvé avec la voiture balai quelques varrois en plus, tué quelques varrois en plus. Donc il y a quand même un intérêt, si vous le souhaitez, si vous le sentez que vous avez loupé la bonne période, ou vous sentez que vous avez un gros problème de varroa, peut-être parce que le traitement de fin d'année n'a pas donné les bons résultats. Et dans ce cas-là, pourquoi pas avoir avec votre vétérinaire, parce que là, il faudrait quand même se rabattre sur l'avis d'un expert qui pourra vous prescrire ce qu'il faut pour appliquer des traitements qui ne sont pas prévus par le plan sanitaire de contrôle du varroa régional. Traiter n'est pourtant pas gagné. On a pu voir que même si on traitait dans les meilleures périodes sans couvain et tout, on se retrouvait quand même avec des ruches qui se retrouvaient sous-traitées, qui étaient en échec de traitement ou autre. Donc des traitements pas toujours à la hauteur des espérances pour les hivers et pour les ruchers que nous avons suivis au cours de ces essais, et 10 à 20% d'échecs de traitement, même en période hors couvain. Donc ça, c'était quand même un peu surprenant. On a quand même tout intérêt à traiter et à rester vigilant. C'est ça que ça veut dire. Rester vigilant, même après avoir fait les choses comme c'est écrit dans les livres. Ce n'est pas pour autant que vous êtes à l'abri, qu'il n'y a pas de garantie sur le fait que ça marche autant que vous le souhaiteriez. L'objectif de 0 varroa% abeilles, c'est un bon repère au printemps. Faire un lavage d'abeilles sur des ruches qui sortent d'hiver, quand elles ont déjà repris un peu du poil de la bête, ça peut être un bon moment pour vous, pour planifier votre année et planifier des éventuels itinéraires techniques de rattrapage pour des ruches trop infestées, et éviter de découvrir le problème au mois de juillet quand vous avez déjà mis les hausses et que les ruches souffrent déjà depuis longtemps. Et on est en fait en totale corrélation avec les autres sujets qu'on avait évoqués ce matin sur la baisse de sensibilité des varrois aux différentes molécules de traitement. On l'a vu sur les traitements d'automne, hein, donc la solution de traitement oxalique en hiver s'impose d'autant plus comme étant donc la pierre angulaire d'une lutte varroa bien maîtrisée. À combiner éventuellement avec des méthodes populationnelles, hein, vous savez très bien que la période hors couvain, en hiver, on a la chance d'en avoir une belle, normalement, dans les conditions de saison normale en Grand Est. Ceux qui ne l'ont pas dans le sud de la France font l'encagement de la reine de manière à lui bloquer la ponte et donc créer artificiellement une période sans couvain. Ça se fait très bien dans le sud de la France. En Grand Est, vous êtes peu nombreux à l'utiliser, mais c'est quand même une méthode qui existe. Et on va peut-être à l'avenir travailler sur ce genre de combinaison entre médicaments et méthodes populationnelles pour améliorer encore les choses. Et maintenant, je t'invite, Thibaut, si tu veux me rejoindre. On va parler de cet accompagnement que nous avons fait à titre expérimental auprès d'un apiculteur en Grand Est, donc dans le cadre de l'action 2 qui consiste à essayer de créer un modèle d'échange technique entre les différents partenaires du milieu du sanitaire et les apiculteurs en cas de problématiques sur un rucher, une exploitation. Comment est-ce que nous pouvons venir en aide ? Et donc, on avait proposé à l'apiculteur qui a accepté de faire un peu le cobaye de venir plusieurs fois dans l'année pour des visites de contrôle, entre guillemets, des visites où moi je fais des prélèvements d'abeilles pour faire les comptages varrois, parce que souvent c'est compliqué quand on a beaucoup de ruches de faire encore des comptages varrois en plus de tous les soins aux ruches et aux récoltes. Donc on avait pris en charge les visites, les échanges techniques sur les objectifs de l'apiculteur, son itinéraire, ses mielés, ses problématiques personnelles rencontrées sur ses objectifs propres de leur exploitation. Et on avait échangé avec Thibaut au niveau des des indicateurs de pression varrois et des dates et des objectifs de traitement de l'apiculteur. On avait échangé à trois, en trio, et ça avait donné l'occasion d'établir des actions de lutte corrective aux besoins. Donc on avait eu ce conventionnement déjà été efficace et fonctionnel, notamment parce qu'on n'avait pas d'application de complexification TSA ou autre, même si par ailleurs on est aussi TSA.
Et on avait donc fait ce travail-là de manière expérimentale, et on avait estimé le coût qui était corrélé à ces déplacements et ce travail de contrôle de visite et de mesure à environ cette somme-là, entre 1 500 et 2 000 euros pour un apiculteur, qui est à mettre en fait en parallèle avec l'intérêt qu'il y a économiquement à sauver des essaims d'une mort certaine ou à rediriger un cheptel de production vers une meilleure capacité de production. Donc combien est-ce que ça peut amener à sauver des essaims ou de kilos de miel? Eh ben, ça peut voilà, faire le poids et valoir le coup que de faire appel à ce genre de prestation qui est donc dans les tuyaux d'une mise en place. Et ça peut notamment s'adresser en particulier à des apiculteurs qui sont en conversion vers le bio, par exemple, qui modifient en tout cas les stratégies de lutte varroa, ou à des apiculteurs qui sont en phase d'installation, ou alors qui font face à des problèmes qui sortent de leur habitude et qui les poussent à se poser des questions. Ils peuvent être accompagnés sur ce questionnement de stratégie de traitement par ce partenaire entre experts apicoles. Voilà, je te propose, si tu veux compléter à ce niveau-là, par ton expérience. Bon. Oui, donc effectivement, l'idée c'était de voir un petit peu comment donc, un accompagnement auprès d'un apiculteur pro, évidemment, donc, pouvait se faire donc, au niveau du varroa. Bon, il ne faut pas restreindre ce type de prestations simplement au varroa, parce que comme vous le savez, il y a bien des manques à gagner dans vos cheptels qui sont donc relativement sournois et qui, sur un rucher ou 2 ruchers, vont peut-être plus se faire jour. Donc effectivement, là, c'était l'exemple sur le varroa avec un partenariat, donc on va dire ADA Veto. Comme le dit Alexis, en matière d'économie, je dirais, moi je raisonne comme ça, c'est qu'une prestation vétérinaire, si on parle de ça, elle a un coût. Ceci dit, donc le but c'est de vous faire gagner de l'argent. Donc l'argent gagné pour moi en apiculture, c'est déjà l'outil de production, quoi qu'il en soit. Donc du moment que vous avez économisé X colonies donc, qui ne sont pas mortes, elles sont toujours dans la course peut-être pour produire, donc ça c'est le petit plus, et 2, c'est autant qu'il n'y aura pas à acheter. De mon point de vue, c'est plus au printemps qu'il y a le plus à faire, parce que toutes les colonies qui sont déjà mortes pendant l'hiver, c'est cuit pour elles. Par contre, celles qui sont encore en état encore un peu moribondes peut-être, ou encore bonnes à travailler, c'est là qu'il y a le plus à faire. Et d'où la problématique des mortalités en 2 vagues, celles qui sont constatées donc, pendant l'hiver, qui correspondent à ces colonies qui seraient de toute façon mortes donc, assez précocement, et celles qui ont subi notamment les assauts du varroa pendant l'hiver, et qu'il s'agit donc de redresser assez rapidement au printemps. Et là, effectivement, non, on est censé donc, être sur du curatif. Donc, qui dit curatif dit examen pour vérifier qu'on est sur le bon diagnostic et prescrire la stratégie donc, médicamenteuse adaptée. Donc voilà comment on a raisonné sur la chose. Et normalement, à l'avenir, outre la problématique varroa, se feront sans doute jour des problématiques liées au virus, liées à la nutrition. Et donc c'est la même démarche. Si lorsqu'il y a un souci, vous appelez un professionnel de la filière pour vous conseiller, notre boulot, non, c'est de faire en sorte qu'au minimum, vous ne soyez pas de votre poche. Donc si on vient, certes, on coûte, mais c'est pour que derrière, vous gagnez de l'argent en économie ou en plus en production. Et le fait de faire venir comme ça des techniciens, ça rapporte un regard transversal, parce qu'on dirait qu'on a l'occasion de se promener dans différents ruchers au cours de l'année, et donc d'avoir peut-être à l'œil, on pourra comparer ce que vous vivez avec ce qu'on a observé à d'autres moments d'autres régions. Et peut-être, ça pourrait être une hypothèse sur la cire ou d'autres choses comme ça qui pourraient nous venir à l'esprit pour travailler un peu les problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Ça peut vous permettre d'avoir comme ça, voilà, plus on est nombreux à réfléchir, ça peut vous permettre d'avoir des nouvelles options de solutions à travailler. Après, il y a le côté purement sanitaire. C'est vrai que vous vous côtoyez sans doute par rucher voisins interposés, mais vous ne savez pas forcément qui vit quoi dans son rucher. Si sur un plan purement médical, un jour, à l'occasion d'une visite d'un d'entre vous, un véto dit on fait un diagnostic de virus, ceci, cela, bon, sans que vous soyez vraiment en compétition, ça peut quand même vous intéresser, voisins, voisines, de savoir ce qui traîne dans le coin et de profiter, pourquoi pas, donc, de résultats d'analyse qui ont déjà été faits par un autre. Donc, à un moment, cette transversalité, elle devra s'appliquer pour la bonne raison que vos abeilles sont en promiscuité permanente et donc les agents pathogènes se transmettent très bien de l'une à l'autre.
Et je peux vous inviter à prendre le micro à votre tour pour poser vos questions, parce qu'on a fini la présentation. Il y aura cet article-là qui va vous être remis par la voix de notre flash abeille de l'automne ou par le blog de l'ITSAP. Vous avez donc le bilan détaillé de ce que je vous ai présenté rapidement. Vous pourrez relire ça calmement avec toutes les boîtes à moustaches que vous souhaitez lire, et je vous comprends. Et voilà, vous pourrez relire ça calmement. On a aussi le compte rendu technique. On va faire des articles. Et il y aura également, à l'issue de ce travail, des fiches techniques lutte contre varroa nationale. Donc pour cadrer vraiment les éléments les plus classiques, les plus connus pour les meilleurs d'entre nous. Mais pour cadrer les différents points clés d'une lutte varroa réussie. Et donc on a également cette trame et cette expérience qui va peut-être pouvoir générer cette offre d'accompagnement que nous souhaiterions proposer, en tout cas si ça correspond ou si ça peut correspondre à vos besoins.